Bonjour, le Marais audomarois est un territoire qui ressemble à aucun autre. D'une superficie de plus de 3700 hectares, il est aujourd'hui le seul marais en France cultivé en maraîchage. Bienvenue à Saint-Omer, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour cette émission spécialité du Geste du Mois et pour une découverte tout à fait originale. D'ailleurs, on m'attend à bord d'une embarcation tout à fait typique pour découvrir ces marais et en connaître ses origines. On y va. Bonjour Luc Barbier. Bonjour. Alors c'est en votre compagnie que je commence la découverte de ces marais audomarois qui sont superbes. Ils ont l'air tout à fait naturels. Eh ben non, Dites-moi. ils ne sont pas naturels. Ils ont tous été creusés sous l'influence de l'homme et des moines, en particulier à l'époque où Saint-Omer avait de grandes abbayes. Et ils ont été aménagés pour permettre d'une part sa mise en culture dès le Xe siècle, XIIe siècle, et puis aussi favoriser l'évacuation des eaux vers la mer, parce qu'à l'époque, le marais il est situé à la descente du bassin versant de la rivière Aa. Donc il y a un grand bassin versant qui fait 70 000 hectares. En bas, il y a un marais de 4 000 hectares. Et après, il y a un grand delta qui en fait 100 000. Et du coup, la difficulté que les moines et les habitants avaient, c'était d'évacuer l'eau vers la mer pour assécher le marais. Alors vous me dites mettre les terres en culture, ça sous-entend qu'il y avait une population ici à Saint-Omer qui était quoi, importante? Alors on dit que dans le bas Moyen-Âge, Saint-Omer avait une population équivalente à 40 000 habitants, ce qui en faisait une des 10 plus grandes villes du Septentrion. Donc c'était une des plus grandes villes d'Europe. Aujourd'hui, à titre de comparaison, il en reste 15 000. Qu'est-ce qu'on cultive exactement ici dans la région de Saint-Omer, dans ces marais? Alors la particularité du marais de Saint-Omer par rapport à d'autres marais, c'est d'être un marais cultivé. Donc c'est une grande particularité parce qu'il reste un petit peu les ortillonnages où vous êtes déjà allé. Mais les ortillonnages, c'est 25 hectares de légumes. Nous ici, c'est encore plus de 400 hectares. C'est encore plus de 30 familles qui vivent de la production de légumes. Et en particulier, Saint-Omer a la réputation d'être la capitale française du chou-fleur d'été. Alors les terres sont riches ici, bien sûr. Alors les terres sont riches parce que très organiques, très noires. Et du coup, elles se réchauffent vite au printemps. Elles drainent très très bien et en plus il y a l'eau, ce qui fait que l'été, quand on a des journées comme ça, c'est important d'avoir un peu d'eau. Et donc le légume pousse la tête au soleil, les pieds dans l'eau, et il pousse très bien et très vite. Alors si on parlait un petit peu de l'évolution de ces marais depuis leur construction, ces marais ont vu passer évidemment pas mal de bateaux, pas mal de gens, et les choses ont évolué, non? Alors le marais, il a évolué surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est après-guerre. Il y a eu les moteurs thermiques qui sont arrivés. Donc déjà les bateaux, ici c'est pas le cas, mais on a coupé une des deux proues pour mettre le motogodille, et après les moteurs à axe droit. Et du coup on a changé cette partie-là. On a commencé à imaginer d'amener des tracteurs dans le marais, des gros motoculteurs, puis des tracteurs. Pour ce faire, on jumelait deux back-of, on les collait l'un à l'autre. On mettait un grand plancher et sur ce plancher, on faisait monter le tracteur, voire une petite grue pour curer les fossés. Et la grande révolution est arrivée vraiment dans les années 60-70, mais jusqu'au début des années 80, tous les maraîchers du Marais avaient encore un bateau en bois. Parce qu'ils exploitaient encore les légumes avec leur bateau en bois. D'accord. Aujourd'hui, quel est le rôle du Marais? Le ou les rôles du Marais? Alors le Marais, il a plein de rôles. Il a déjà un rôle de production, comme il l'a toujours eu, de légumes en particulier. Ça, c'est indéniable. On entend des coqs, on voit des maisons parce qu'on est dans un marais habité. Donc ça, c'est aussi une des grandes différences. Si vous connaissez le marais Poitevin, le marais Vernier, le marais de Brière, le marais de Brenne, c'est des marais qui ne sont pas habités. Dans l'Audomarois et à Saint-Omer en particulier, il y a des maisons dans le marais. Oui, on le voit. Et c'est pas récent, c'est là depuis très très longtemps. On a des cartes très anciennes qui le montrent. On a le plan relief de Vauban 1758 qui montre qu'on avait des chaumières et des maisons en torchis dans le marais. Donc le marais, il a toujours été habité au plus loin qu'on s'en souvienne. Et ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est que c'est un îlot de biodiversité. On a un tiers de la flore aquatique française, c'est-à-dire toutes les plantes aquatiques qu'on voit dans le marais
Alors pas trop dans ce secteur-ci, mais il y a une plante aquatique française sur 3 qui est présente ici. Et on a aussi plus de 100 espèces d'oiseaux nicheuses, on a 26 ou 27 espèces de poissons. Et on est aussi un réservoir important pour l'eau, dans la mesure où la Dunkerque, par exemple, n'a pas d'eau potable. Et son eau potable, elle est prélevée soit dans la ressource souterraine, soit sur l'eau aérienne ici. Elle est traitée après, envoyée à Dunkerque. Parfait. Et alors, une chose importante aussi, qui a toute une histoire, c'est ce bateau sur lequel on se trouve. Voilà. Et je vais me rendre de ce pas d'ailleurs, je crois, chez le dernier faiseur, c'est ça qu'on dit, je crois, faiseur de bateaux dans la région. Dernier charpentier en bateau. Voilà. Monsieur Barbier, merci. De On rien. continue notre petite promenade tant Voilà. qu'on y est. Tant qu'on y est, on continue. On continue. Voilà. Bonjour Rémi Collin. Bonjour. Alors la petite balade que l'on vient de réaliser sur les marais, eh bien quelque part, je vous la dois, puisque le bateau sur lequel on se trouvait, eh bien c'est vous qui l'avez fait, et vous êtes ce qu'on appelle un faiseur de bateaux, et le mot faiseur a toute son importance. Effectivement, les faiseurs de bateaux, c'est un métier qui existe depuis très longtemps sur l'Audomarois. Au plus loin, on peut remonter à l'écrit, on est au XIVe siècle. Et alors justement, quelle est l'originalité de ces bateaux ? Alors d'abord, c'est un outil de travail. L'escute et le back-off, qui sont les deux emblèmes du marais, sont un outil de travail pour le maraîcher. C'est-à-dire que les habitations et les champs sont accessibles qu'en bateau. Donc l'escute va être la plus petite taille. Elle va de 4,50 m jusqu'à 8 m avec cette taille intermédiaire, ce qui permet d'être le bateau de la vie quotidienne, on va dire le vélo ou la voiture. Par contre, le back-off, on est sur un bateau de 9 m qui peut transporter 3,5 tonnes. Donc là, on va imaginer les légumes chargés, le cheval chargé pour aller labourer. Vous construisez votre maison, les briques, enfin tout ce qu'on peut imaginer a été chargé sur le back-off. Est-ce qu'on a une idée de quand datent les premiers bateaux ici sur le marais audomarois? C'est assez difficile à savoir, mais de même que le terme faiseur de bateau, l'escute, on arrive à avoir les premiers écrits également au XIVe siècle. Mais on suppose que ça existait ou que des bateaux à peu près similaires existaient dans les siècles précédents. Alors, dites-moi un petit peu, vous avez le marais dans le sang. Effectivement. Et c'est pour ça que vous avez décidé de reprendre la construction de ces bateaux. Ça vous passionne. Vous vous êtes basé sur quoi? Est-ce qu'il y a des plans qui existent? Alors non. Alors, pour comprendre quand même où j'en suis arrivé, le marais en fait était accessible qu'en bateau. Les maraîchers, à partir des années 70, ont donné un accès aux tracteurs-routes. Donc ils ont construit des routes et des ponts pour accéder à leurs champs, ce qui a permis aujourd'hui aux maraîchers de ne pas disparaître sur le marais de Saint-Omer. Par contre, le métier de faiseur de bateau a arrêté en 95 avec le dernier charpentier qui était mon grand-oncle, qui est toujours mon grand-oncle, qui est Gérard Collin. Moi, il y a 10 ans, j'ai été voir mon grand-oncle qui a accepté de me former. Et c'est important puisque sur ces bateaux, il n'y a pas de plan, c'est une transmission qui est faite de génération en génération. Donc aujourd'hui, on reconstruit les mêmes bateaux qu'à l'époque, depuis maintenant à peu près 8 ans. On les reconstruit avec la même forme, la forme a toute son importance, l'essence du bois a toute son importance. Voilà, on est sur du chêne de la région, à peu près 20 km autour de la ville de Saint-Omer. On va choisir ces chênes directement en forêt. Alors l'important, j'ai ramené une petite maquette pour bien vous comprendre. L'importance, donc ici on a une escute, c'est que la planche de côté ici d'une seule longueur et également d'une seule largeur. Ce qui fait que ce sont des arbres qui sont exceptionnels. On est sur des arbres, au maximum, on va jusqu'à 8-9 mètres de long, sur des largeurs allant jusqu'à 67 cm en chêne. Donc il faut trouver ces beaux arbres et on va directement avec les propriétaires les choisir sur pied pour choisir les plus beaux, bien entendu. Comment est-ce que démarre la construction de ce genre de bateau? On commence quoi? Par le fond? Oui, effectivement. Alors on est sur un bateau à fond plat. Alors pour quelle raison? Le marais est très peu profond par endroit. Le fait d'avoir un fond plat, déjà, vous n'allez pas racler le fond des rivières. Bateau à fond plat. Ensuite, on commence tout de suite par l'extérieur du bateau. Donc ces deux grandes planches qui vont former les côtés, on va venir les cintrer comme au Moyen-Âge. Donc on va travailler sur des feux directement à la flamme et on va venir cintrer ces planches dans l'atelier. Et ensuite, la fin de la construction, bien sûr c'est un peu plus long, mais on va construire l'intérieur, c'est-à-dire on va renforcer avec les membrures, les plabords, les dessus de pique, enfin tout l'armature intérieure est mis après. Et puis on colmate. Il faut bien. Donc nous on travaille encore de façon traditionnelle avec du lin. Donc on vient frapper du lin, le bateau est retourné dans l'atelier et on vient frapper du lin dans les jonctions de planches pour rendre le bateau étanche. Vous en construisez beaucoup des bateaux aujourd'hui?
Alors, on va en construire à peu près une dizaine par an. Ah oui, quand même. Alors c'est vraiment une moyenne puisque certains bateaux, comme le back-off, on va mettre 1 mois et demi de construction. Les scutes, on peut aller de 1 semaine et demie à 2 semaines. Donc ça va dépendre des tailles. Et ensuite, durant la période d'été, par contre, on fait plutôt les entretiens. On va profiter du beau temps pour remettre les produits sur les bateaux et ainsi avoir une plus longue durée de vie sur nos bateaux. Alors en été, vous dites vous vous occupez plus des entretiens, Des mais entretiens. également des visites aussi. Oui, puisque grâce à effectivement. vous, le touriste peut continuer à visiter les marais. Voilà, on fait visiter notre atelier pour faire découvrir ces fabrications uniques. Et ensuite, on part dans le marais pour qu'on comprenne totalement la place du bateau dans son milieu, donc au milieu des maisons maraîchères et des champs cultivés. Donc on est vraiment sur la partie traditionnelle du marais que vous avez pu découvrir tout à l'heure Oui, d'ailleurs. tout à fait. Eh bien, j'en sais déjà un peu plus sur le marais, j'en sais maintenant déjà un peu plus sur la fabrication des bateaux. Il me reste maintenant à aller voir un producteur pour en savoir un peu plus sur les cultures du marais audomarois. Rémi, un tout grand merci Merci à et vous. bonne chance. Merci. Bonjour Sylvain de Waal. Bonjour. Alors on vous interrompt quelques instants seulement parce que vous avez beaucoup de travail, la récolte des choux-fleurs a commencé. Dites-moi un peu en 2 mots, vous avez toujours été maraîcher ici dans la région, vos parents, vos grands-parents aussi? Oui, ici les exploitations se transmettent de famille. Moi je peux pas dire jusque quand j'arriverai à monter, mais mon grand-père a été maraîcher, mes arrière-grands-parents, arrière. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Moi j'y suis revenu plus tard. Mon frère s'est installé avec mon père il y a une quinzaine d'années. Moi je me suis réinstallé avec eux après avoir j'ai travaillé dans le commerce en grande distribution pendant 5 ans. J'y suis revenu par amour de notre territoire. Justement, qu'est-ce que vous aimez ici dans cette région? Regardez, la nature, la terre, l'eau, un trait d'union qu'on trouve nulle part ailleurs, où la nature s'épanouit, le calme. Quand on est né ici, on a du mal à aller ailleurs. Alors De toute justement, façon, ce métier, je ne pourrais pas le faire ailleurs. d'accord, justement, qu'est-ce qui fait que ici autour de nous, les légumes sont si bien développés? C'est la qualité de la terre? Ouais, c'est principalement la qualité de la terre. On a de la terre noire, très tourbeuse, très riche. Donc c'est un terroir de compétition pour le légume. Le gros avantage aussi, c'est qu'on arrive 1 mois sur le marché avant tout le monde, déjà de par la qualité de la terre, mais aussi de par le système marais en général. C'est-à-dire qu'à partir du mois de février, on peut commencer à pomper nos rivières par un système de casier fermé, un bon drainage. En fait, on assèche le marais, on a un très bon drainage, et ce qui nous permet de travailler nos terres à partir du 15 mars. Vous n'avez jamais de problème d'eau ici? On gère par nous-mêmes, on se débrouille nous-mêmes pour gérer par un système de casier de pompe. Le fait que les terres soient d'aussi bonne qualité, c'est ce qui fait que le chou-fleur a autant la cote ici dans la région? Oui, en fait c'est une terre très riche, ça permet au chou-fleur d'avoir une période de pause assez réduite par rapport à du chou-fleur d'hiver ou autre qui va rester 6 mois en terre, il va être assez dur. Ici il est très tendre, il est très doux parce que justement il pose bien. Voilà. Alors vous cultivez le chou-fleur, mais pas que. Non, principalement de production c'est le chou-fleur d'été, du mois de mai au mois de novembre. Et l'endive de pleine terre, l'endive traditionnelle qu'on produit l'hiver, du mois de novembre jusqu'au mois de mars à peu près. Mais à côté de ça, je fais pas mal de ventes directes, je travaille avec des magasins primeurs. Donc je fais une 30 à 40 légumes au rythme des saisons. Okay. En ce moment, vous allez pouvoir trouver par exemple de la tomate, enfin tout ce qui est légumes d'été qui va arriver, tomates, concombres, courgettes, poivrons, aubergines, haricots verts, les petits pois en ce moment. Si vous venez me voir dans 6 mois, ça sera plutôt de la mâche, des carottes, des céleris, des topinambours. Alors le mois de juin n'a pas été terrible cette année-ci. Vous commencez seulement à partir d'aujourd'hui à récolter les choux-fleurs? Non, ici on arrive à commencer assez tôt, on commence souvent à partir du 20 mai. Ouais. Mais cette parcelle-ci, c'est la première fois aujourd'hui qu'on passe dedans. D'accord. Vos choux-fleurs, ils vont où? Partout, suivant les périodes, sur toute la France. On travaille avec toutes les centrales d'achat françaises, on travaille avec le Benelux, l'Angleterre, l'Allemagne. Au mois d'août, c'est plutôt avec les Espagnols parce qu'ils nous ramènent des fruits, donc on peut repartir avec, ils repartent avec des choux-fleurs. Après, on travaille de plus en plus, on appelle ça encadrant par Internet en fait. C'est-à-dire qu'on nos cadrans sont reliés avec des cadrans en Belgique principalement, ce qui nous permet de travailler ensemble. Avec certaines criées belges par exemple? Principalement à Roulers, ce qui nous permet de... D'accord. Eh bien écoutez, on va vous laisser travailler, parce que du travail il y en a. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir consacré 5 minutes.
Et on vous laisse aller, c'est gentil. Très bien. Quant à nous, eh bien, nous allons quitter le marais au Domarois quelques instants seulement, le temps pour nous de retrouver Olivier Fievé qui m'a fixé rendez-vous dans sa cuisine pour une petite préparation un peu particulière. Bonjour Olivier. Roland, bonjour. Dis-moi, tu m'as fixé rendez-vous dans ta cuisine. Il y a une petite recette au programme ce Voilà, mois-ci? une recette à base de prêle. Ah bon, il y a 2 mois, si mes souvenirs sont bons, tu m'avais fait une petite recette à base d'ortie. Voilà, un purin qui va renforcer les plantes. Oui. Et aujourd'hui, on va Ici, faire quelque chose à base de prêle. prêle. Parlons un peu de la prêle d'abord. Elle est Voilà. aussi facile à trouver dans le jardin que l'ortie. Voilà, donc c'est une plante qui se trouve un peu plus difficilement, qui se présente sous un petit sapin. D'accord. Euh, Tu as elle- fait comment, toi, pour te Voilà. procurer de la Donc prêle? elle se trouve dans toutes les jardineries. Mhm. C'est séché, coupé et récolté surtout au bon stade. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette prêle? Voilà, donc ici j'en ai pesé 20 grammes Oui. et je vais la verser dans 1 litre d'eau. Oui. Voilà, je vais laisser Froide. comme ça, l'eau froide, voilà, Oui. tout à fait. Je vais la laisser comme ça, macérer pendant une demi-heure. Oui. Et Ok, après? les tissus vont se ramollir. Oui. Et juste après, je vais la faire chauffer pendant une demi-heure. Oui, d'accord, Je ok. le fais ici. On va la Voilà, mettre voilà, là-bas. je la mets là. Et Voilà. Et donc le fait de chauffer va extraire des principes actifs plus difficiles à obtenir. tout ce procédé, ça s'appelle? Voilà une décoction à chaud. D'accord. Alors, Et si donc- j'ai bien compris, on va mettre 1 heure pour faire ça. Voilà. Moi, j'ai pas Voilà. trop de temps. Je suppose que tu as pris les devants. Tu me Voilà. connais? Oui, j'en ai toujours de la prep. C'est ça ici? Voilà, c'est ça. Je l'ai filtré. Regarde, il y a les morceaux qui sont là. Il faut les enlever. Ça ne sert à rien de les mettre dans le pesateur. Ça va boucher. Et ça, on a le concentré. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Qu'on un va liquide diluer. qu'on va diluer. Moi, je mets 1 demi-litre de produit Oui. pour 5 litres d'eau. Eh bien, on va faire ça au jardin. On y va. On va aller traiter nos plantes. Allez, on part avec la cafetière. Allez, c'est ici qu'on attaque. Voilà, Roland. Bien, on est Regarde devant ici. de beaux plants de courgettes. Voilà, regarde. Ah oui, voilà. d'accord, Ah ok, oui, voilà. ouais, Ça, c'est ouais, de ouais, l'oïdium, ouais, voilà. tu vois. Olivier, tu es prêt à pulvériser? Oui, voilà. Donc là, il y a 1 demi-litre de produit Oui. et 5 litres d'eau. Alors, ici, on est face à un plant de courgette. Il a déjà un petit peu souffert avec l'humidité. Hein. Regarde, oui, ça c'est de l'oïdium. Oui, c'est un champignon en fait. Voilà, c'est un champignon, c'est une poudre blanche qui s'enlève par simple frottement. D'accord. Voilà, Et on va voilà. pouvoir traiter l'oïdium Voilà, avec ta décoction de prêle. voilà, curativement, on va pouvoir Oui. traiter l'oïdium en courgette, l'oïdium en fraisier. J'ai vu que tu avais des plants de tomates aussi. Voilà, on peut traiter contre l'alternariose. D'accord. Les fruitiers sur le côté là-bas. Oui, les Contre pommiers ta- par exemple. Voilà, tavelure. Oui, magnifique. Et magnifique. alors les rosiers par exemple. Les Les rosiers. rosiers sont aussi attaqués par, Par l'oïdium, tout à Oui, fait. oui, Donc oui. voilà. Tout ça avec tout ça, ton- on ton- traite ta avec la décoction de prêle. Ben vas-y, dis. Et je t'en alors, prie. et donc, il faut le faire tous les 10 jours. Ah, donc on va le faire de manière préventive Oui, aussi. voilà. Pourquoi tous les 10 jours? Parce que les plantes elles poussent Oui. et donc les nouvelles feuilles Les ne nouvelles sont pas pousses protégées. évidemment ne sont pas protégées. Voilà, donc il faudra le faire régulièrement. Tous les 10 jours, c'est bien. Donc si je t'ai bien compris Olivier, la prêle c'est vraiment, j'ai envie de dire, le fongicide naturel. par excellence. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Et n'ayons pas peur pas dans le potager. Voilà, pas d'accoutumance, Rien pas de du tout. résistance, pas de délai avant récolte. C'est naturel. C'est magnifique. Tu sais quoi? Je vais te Voilà. laisser pulvériser. Ok. Je te souhaite un bel été. Ok. Chaud et pas trop humide pour les maladies J'espère, cryptogamiques. Je l'espère, je Voilà. l'espère. Et on Voilà. se retrouve au mois de septembre. Ok. Allez, Voilà. salut Olivier. Oui. Salut. Saint-Omer, ce n'est pas que des marais ou des cultures maraîchères, c'est également une superbe réserve naturelle que nous allons visiter maintenant en compagnie d'un de ses responsables. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous me conviez à une petite balade ici au sein de votre réserve naturelle. On va parler un petit peu de son histoire, de son origine. Ça n'a pas toujours été une réserve ici. Non, effectivement, ce lieu, si on remonte vraiment dans le temps, au XVIIe, XVIIIe siècle, ce lieu était historiquement une extraction de tourbe. Donc pour les besoins des Audomarois, les habitants de Saint-Omer, donc on venait ici exploiter cette tourbe qu'on trouvait dans le marais. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ce lieu est devenu une réserve naturelle? Alors, suite à cette exploitation de tourbe, on a vu apparaître de très grands plans d'eau, d'ailleurs les plus grands du marais, et des idées ont émergé pour que ce lieu devienne une base de loisirs, donc où on pouvait se balader en canoë, planche à voile, pédalo.
Et beaucoup d'Audomarois, très attachés à ce lieu très emblématique, n'ont pas souhaité avoir cette dérive et se sont dit plutôt que d'avoir un lieu de loisirs, mais que ça devienne plutôt un lieu protégé où on peut toujours se balader et découvrir la nature. Donc c'est lié à cet événement-là. Alors ce lieu protégé, cette réserve naturelle, elle est devenue réserve depuis quand? Alors cette réserve est vraiment classée en réserve naturelle nationale depuis 2008, donc qui est un statut de protection important en France. Et depuis 2009, Eden 62 et le département qui lui s'est porté acquéreur du site ont mis en place à nouveau, donc c'était dans la continuité, une gestion de la nature pour favoriser la biodiversité. Alors aujourd'hui, cette réserve, par rapport à l'ensemble des marais, ça représente quelle proportion à peu près? Alors le marais, donc, qui lui est sur 15 communes, oui, représente 3700 hectares. La réserve naturelle du Romelard, donc elle fait à peu près une centaine d'hectares, 104 hectares pour être exact, et elle ne se trouve que sur 2 communes, la commune de Saint-Omer et la commune de Niorlé, qui est dans le nord. Alors j'imagine qu'on y retrouve des choses tout à fait originales et intéressantes. Moi j'ai envie d'aller par là. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, vous allez avoir un super point de vue sur les plans d'eau et vous aurez vraiment un meilleur aperçu. On y va. On y va de ce pas. Sébastien, cette vue est juste magnifique et puis ce plan d'eau est énorme. Alors effectivement, moi c'est l'un des lieux que je préfère sur le Marais. Ce plan d'eau, il est considéré comme le plus gros plan d'eau du Marais audomarois. Donc tout à l'heure je parlais des 3700 hectares, donc là on a un des plans d'eau présents devant nous, parce que très peu sont visibles du public, okay, beaucoup de propriétés privées. Et ce plan d'eau, avec les petits plans d'eau qu'on a sur la réserve, représente 45 hectares d'étang sur les 104 hectares de réserve naturelle. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer la flore et la faune d'un espace comme ça aussi grand? Je vois là-bas au loin, ce sont des nénuphars? Oui, on a quelques bancs de nénuphars que nous on va appeler ça des herbiers aquatiques, sur lesquels voilà, on va favoriser une faune aquatique, donc des poissons. Ici 26 espèces de poissons qui ont déjà été recensées sur la réserve, avec quelques petites particularités. Je pense notamment à un petit poisson qui s'appelle la bouvière, qui elle ponce ses œufs dans des moules d'eau douce qu'on a ici sur le plan d'eau. Alors ici, on n'a fait qu'une petite partie évidemment du circuit de la réserve naturelle, mais la totalité du circuit de la réserve, il fait combien? Alors en aller-retour, donc de la Grange Nature, notre bâtiment d'accueil, jusqu'à l'observatoire, donc en aller-retour, donc on est à peu près sur 4 km. Ok, eh bien, nous on va continuer un peu à se promener, vous allez encore me parler de certains endroits emblématiques. Pas de problème. On y va? Ok. Sébastien, encore un superbe endroit, différent, moins ouvert, avec une végétation différente. Et puis, vous m'avez dit qu'ici, dans la réserve, il y a même un observatoire. Oui, alors si on a le courage d'aller jusqu'au bout de ce sentier accessible, vous avez un observatoire, donc une place pour 25 personnes. On a la possibilité de voir de nombreux oiseaux, donc très facilement visible. Il ne faut pas chercher dans différents coins, on le voit facilement. Alors quand on arrive ici dans la réserve naturelle, on est accueilli dans une superbe grange qui s'appelle la Grange Nature. Oui, la Grange Nature, c'est la maison de la nature du département. Donc on présente toute la variété des espaces naturels gérés par Eden 62 et propriété du département. Donc il y a une cinquantaine de sites dans tout le département et on fait un focus plus particulièrement sur la réserve naturelle parce qu'elle est à côté de la Grange Nature. Il y a un côté très didactique dans cette grange, non? Oui, vous avez une muséographie où on présente le Marais, donc on voit des animaux en 4 dimensions, on parle des légendes du Marais. Et puis à côté de cela, on a un petit jardin pédagogique. Alors on ne cultive pas, on ne jardine pas, mais on fait plutôt des activités ludiques sur les chaînes alimentaires. On observe des silhouettes d'oiseaux, on peut même voir une ruche vitrée et la vie des abeilles. Alors on va inviter les téléspectateurs à venir voir cette réserve naturelle. Ils peuvent venir quand en été? Alors ils peuvent venir, sur la réserve naturelle, c'est tous les jours, donc de 8 h du matin à 20 h le soir. Et la Grange Nature, donc c'est du mercredi au dimanche, donc ouverture également toute la journée. Sébastien,
Merci pour cette petite balade. Merci de votre Voilà, visite. vous n'avez plus aucune excuse, il faut venir découvrir les marais Audomarois. Nous, ça a été un véritable coup de cœur. C'est dans cette réserve qu'on va se quitter et on va se fixer rendez-vous dès le mois de septembre. D'ici là, eh bien, surtout, bonnes vacances et profitez-en.